Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 29 septembre 2024. Alors, de retour en studio, on s'excuse. Hein, ça fait quelques fois qu'on a des... j'ai essayé des trucs qui ont pas super bien marché. J'ai essayé de... Il y a des gens qui m'ont dit que le son était pas si bon, etc. Je m'en suis rendu compte. J'ai essayé, entre autres, de compresser les vidéos avant de les republier sur Twitter, etc. Puis finalement, c'est le son qui est cop. Je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte par la suite. Et donc, on s'en excuse. La dernière fois aussi, on n'était pas en studio. Donc, c'était pas super question image et question son. Mais voilà, ça arrive des fois. Et voilà, et je voulais aussi vous dire, en fait, je le fais rarement en début de Web Journal, mais j'ai souvent dit dans les derniers mois, j'ai dit appuyez-nous au moins jusqu'au retour de Trump. Je fais rarement des appels aux dons en début de Web Journal, mais ben, c'est ça. La dernière fois que j'ai fait un appel aux dons, c'était, je pense, que c'était en septembre, c'était en avril 2023. Et là, on est rendu un peu dans cette situation-là. Donc, vous savez comment nous aider. On laisse les liens dans les commentaires du Web Journal et aussi par la poste. On donne la façon de nous aider à la fin du Web Journal. Je ne veux pas trop alourdir ça, mais on est dans ce genre de situation-là où est-ce qu'on doit en parler en début de Web Journal. Donc, comme je le dis, appuyez-nous au moins jusqu'à l'élection. Après ça, on pourrait exploser et puis s'autodétruire. Mais ça serait bien qu'on puisse y arriver. Ben, au moment de notre triomphe, qu'on soit pas dans la merde. Voilà. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler de la mort, entre guillemets, de Nasser Nasrallah. Vous connaissez la position de Radio-Québec. Je vais remettre de l'avant un certain nombre d'arguments qui sont des arguments que très peu de personnes prennent en compte lorsqu'on parle de ce qui se passe au Moyen-Orient. Il y a la guerre, il y a des morts, etc. Et on est dans l'événementiel. Vous connaissez comment je pourrais dire, la méthode de Radio-Québec et aussi notre perspective sur le Moyen-Orient. On va devoir remettre ça de l'avant ici aujourd'hui avec Hassan Nasrallah parce qu'il était... les probabilités, donc, Nasrallah se cachait dans un bunker pendant une opération israélienne sont de zéro. Il y avait 0% de chance que Nasrallah ait été se cacher dans un bunker au sud du Liban, je veux dire au sud de Beyrouth, comme on nous le fait croire, alors que les Israéliens avaient de la pression sur le Liban et bombardait parce que le bunker, c'est l'endroit le moins sécuritaire parce qu'il y a comme plein de ce qu'on appelle des bunker busters. C'est pas parce qu'on est dans un bunker qu'on est en sécurité, c'est connu. Ces bombes spéciales-là sont capables... un bunker, ça protège en rien. Okay? Les bombes des Israéliens, des Américains, des Russes sont capables de pénétrer jusqu'à 100 pieds sous terre et des fois plus, 100 pieds sous terre, là, tu sais. Pour aller frapper un bunker, 6 mètres de béton armé, traverser 6 mètres de béton armé. Et ça, c'est celles qui sont publiques, vous comprenez? Donc, c'est ça, ils sont capables d'aller chercher, vous voyez ici, de traverser jusqu'à, je pense, 40 mètres de pierre solide, là, de pierre concassée. Et donc, on sait que... donc, c'est ça, on va faire le tour de cette question-là, Hassan Nasrallah. Je sais que ça fait beaucoup de trucs comme la tentative d'assassinat. C'était pas vraiment une tentative d'assassinat. Trump l'a repris à son avantage et tout. Ça fait beaucoup. On va ramener sur... On va faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire parler du contexte et adopter une vision synoptique, regarder la question du timing et de cui bono. Et à Radio-Québec, on est toujours sur la logique et les faits vérifiables. Donc, les trois axes, les trois axiomes de la réflexion à Radio-Québec, on vous la donne, c'est ça ici, c'est A, logique et faits vérifiables. On ne fait pas dans les trucs non sourcés. OK? On va en parler, ça. Je veux faire un petit point sur les fake news. On le fera d'ailleurs peut-être maintenant, juste après cette mise au point, parce qu'il y a beaucoup de fake news dans notre camp. Les gens qui veulent
décrédibiliser ce qu'on appelle les complotistes, s'attelle à la tâche de créer des comptes qui sont supposément des comptes de notre côté et répandre toutes sortes de fausses nouvelles que les médias peuvent par la suite cibler en disant regarde, telle chose est partagée, c'est complètement ridicule, etc. Donc, il y a énormément, oui, il y a des fake news dans notre camp. Et beaucoup, et on va parler de certains comptes qui font ça, notamment sur Twitter. Donc, à Radio-Québec, on ne fait pas ça, on fait dans la logique, le raisonnement, c'est-à-dire qu'on regarde une séquence d'événements et on en tire des conclusions et on se base sur des faits vérifiables, c'est-à-dire que ça doit être sur des articles de journaux, de vrais journaux. Souvent, je vois sur Internet des gens qui partagent juste le titre. Il n'y a pas de date, il y a pas de, on ne sait pas qui a publié ça. Je peux vous en faire, moi, des trucs comme ça, là, des espèces de une, là, on ne sait pas quel journal a publié ça, on sait pas, c'est juste une espèce de titre et tout le monde partage ça, comme si c'était la vérité. Donc, logique, fait vérifiable. Après ça, c'est contexte, contexte et vision synoptique. Si on ne prend pas compte du contexte, notamment dans le cas ici de Nasrallah, si on ne prend pas compte du contexte, on est du contexte, du bon contexte, c'est-à-dire contexte dont on va parler. On fait des erreurs d'analyse automatiquement et aussi la question du timing et cui bono. Alors, en ce qui concerne logique et fait vérifiable, on va faire tout de suite la petite parenthèse au sujet des fake news qu'on retrouve sur Internet. Vous avez, par exemple, juste vous mettre en garde contre certains, je l'ai déjà fait, je l'ai fait dans un autre web journal, je vous parlais de Philippe Argilier et puis je ne me rappelle plus c'était qui l'autre, là. Nadjadi, etc., c'est des fake news. Bien, il y a ne partagez pas des trucs de Real Raw News, c'est presque toujours faux. Aussi, The People's Voice, qui est très populaire, c'est presque toujours faux. Vous avez ici une qui dit « Marine Le Pen, je vais sauver la France du nouvel ordre mondial, Macron sera arrêté ». Vous comprenez? Il n'y a jamais de source à ça. C'est toujours des fake news et c'est très, très, très populaire, People's Voice Media. Tu sais, ce présentateur-là, on le voit souvent, c'est des fake news, c'est 100% des fake news. Vous voyez ici un compte populaire, Éric Archambault. J'ai les preuves, il cite Real Raw People's Voice Media qui cite RFK, apparemment. Là. RFK aurait dit « J'ai des preuves pour enfermer à vie les dirigeants du CDC et les grandes sociétés pharmaceutiques. » Il n'a jamais dit ça nulle part. C'est pas... et je veux dire, en tout cas, j'ai essayé de trouver la citation, je ne l'ai jamais trouvée. Eux ne donnent pas leur source, évidemment. Et, tu sais, partagent des trucs comme ça ici, tu sais, fact-check by People's Voice. Ce genre de truc-là, ce genre de une-là, juste le titre, souvent pas de date et on ne sait pas quel organe de presse a publié ça, quel site a publié ça, on en retrouve partout, partout, partout. C'est comme si les gens ne voulaient pas faire de la publicité, par exemple, à La Presse ou au Journal de Montréal ou à BFM TV, puis ils prenaient juste le titre et que ça. Ben oui, on ne sait pas. Après ça, n'importe qui peut produire des trucs comme ça. Alors, tu sais, moi, je le fais toujours vous voyez dans mes articles, quand je partage un article, je partage en haut, toujours, je montre soit je ne sais pas, c'est CBC, la BBC, Le Monde diplomatique, je prends toujours le logo pour qu'on sache quel journal a dit ça. Les unes comme ça, on ne sait pas c'est qui a publié, c'est de la merde. OK? Ça, c'est pour donc Real Raw News, People's Voice, faites vraiment attention, minimum. Après ça, sur les comptes sur Twitter, il y a Mike Wallace, ça, c'est presque toujours de la merde. Mike Wallace, c'est des fake news et il est très, très, très populaire. Ici, Jack Straw, même chose, c'est des fake news. Vous voyez ici une vidéo où est-ce qu'il dit c'est Biden qui, sur le laptop de son fils, en train d'attacher puis violer une fille. C'est pas Biden. J'ai vu la vidéo au complet, c'est pas lui. Et il en fait souvent des trucs comme ça, vérifiablement faux et de la désinformation. Après ça, il y a un nouveau compte, et là, je vais arriver à ce dont je voulais parler. Ce nouveau compte qui se fait passer pour un compte de Zoé Sagan, 99% youth, c'est du fake news intégral. Alors, faites attention à ce compte-là, c'est du fake news. Ils n'ont pas de source. C'est un compte, Léo de ADNM a dit c'est dans le framework des armes. C'est une arme informationnelle contre notre camp, ça.
99% use, c'est une arme informationnelle contre notre camp. Faites très attention à ce site-là. Ici, par exemple, il nous dit les Navy SEAL ont saccagé mardi un entrepôt à Miami où Sean Diddy Combs avait accumulé des milliers de sacs de perfusion d'adrénochrome stockés dans des coffres réfrigérés. Il n'y a aucune nouvelle de ça. C'est une fake news intégrale. Il parle d'adrénochrome, etc. Comme s'ils avaient de l'information au sujet des Navy SEAL, des opérations spéciales des forces américaines, des opérations secrètes des forces spéciales américaines. Or, je vous ai déjà dit que les opérations spéciales de ce genre-là sont complètement sous-scellées et il n'y a aucune fuite. C'est secret d'État, continuité de gouvernement, etc. Il n'y a aucune fuite. Il n'y a aucune possibilité que ce site-là ait été au courant, ait appris quelque chose, ait eu une information au sujet d'un quelconque raid d'adrénochrome, etc. C'est juste du buzz et du... Et donc, on ne fait jamais ça à Radio-Québec. OK? Je dis ça parce que c'est une méthode. Nous, quand on cite l'article, on montre le logo de l'agence de presse qui publie ça, où on montre la vidéo de la personne. Lui, ici, là, tu vois, quand il parle de RFK qui aurait dit ça, là, il ne montre pas la vidéo de RFK, il fait juste du buzz sur Internet. Donc, faites attention, c'est juste ça que je veux dire en commençant. Faites attention avec tous ces organismes, ces armes de désinformation sur Internet qui s'attaquent à notre camp. Donc aujourd'hui, c'est ça, deux nouvelles incroyables qui nous amènent, qui nous rapprochent de la paix. Le retrait de Nassan Nasrallah, hein, c'est comme c'est un vieux renard, c'était le chef du Hezbollah, et qui a échappé pendant 32 ans à toutes les tentatives d'assassinat d'Israël. Mais là, maintenant, alors qu'on est à quelques mois de la paix avec le retour de Trump, là, tout d'un coup, il disparaît. Alors ça, c'est le contexte. Dans le cadre du plan de paix au Moyen-Orient, c'est exactement comme Soleimani. On va voir que les arguments vont dans le sens de Nasrallah a été retiré pour permettre la paix. Il ne peut pas y avoir, premièrement, il ne peut pas rester en vie. C'est juste une question de sauver la face. Tu ne peux pas avoir combattu Israël pendant toute ta vie, avoir mis tous tes efforts, avoir fait des milliers de discours fleuves sur Israël, anti-Israël, etc. Et puis là, comme accepter la paix, et tout d'un coup, c'est réglé, etc. Il y a une question de sauver la face ici, et c'est comme Soleimani, c'est-à-dire, au lieu de se coucher, on disparaît. Vous comprenez? Et c'est la même chose avec Zelensky qui est allé rencontrer Trump à la Trump Tower. Et essentiellement, dans sa sortie, Trump dit, on va la voir la vidéo là, un petit peu plus tard, Trump dit, dès que je reviens au bureau ovale, Zelensky veut la paix, Poutine veut la paix, dès que je reviens au bureau ovale, ça va être réglé très, très, très rapidement. Donc, dans les deux cas, on se dirige vers la paix. On voit qu'on arrive au fil d'arrivée avec le retour de Trump. Et là, c'est comme les derniers cailloux dans les souliers, là, les derniers accros, les derniers irritants sont retirés pour préparer la paix pour le retour de Trump, comme je l'avais dit je veux dire, depuis au moins 2 ans. Est-ce que le son, oui, allons-y avec le son. Le son, es-tu correct? Est-il correct, disent les Français? Es-tu, hein, c'est du québécois. Donc, l'audio est merdique sur Rumble. Est-ce que vous pouvez... OK. On fait attention, hein, le son n'est pas très bon. Tout est correct de mon côté. Hein. Le son n'est pas correct. Comment? Ça saccade un peu. En tout cas, on va continuer. Moi, je suis en studio, je suis correct, j'ai pas de. Il n'y a rien changé. Je vais peut-être changer mon setup, évidemment, si le son n'est pas super, mais là, en tout cas, on n'a certainement pas les moyens de le faire, mais moi, je suis dans le jaune, là. Je suis en tout cas, on va continuer. Le son est correct. On va continuer. On ne coupera pas le web journal là-dessus. Donc, je vais faire, encore une fois, aujourd'hui, je vais faire ce que j'ai fait toutes les fois. C'est peut-être moi aussi, hein, je ne sais pas. Je suis peut-être trop près du micro ou des fois, c'est moi. On va faire ce qu'on fait
régulièrement dans ce genre de trucs-là. Rappelez-vous, hein, c'est-à-dire, j'avais fait lors de la frappe d'Israël contre l'ambassade iranienne en Syrie, rappelez-vous, c'était censé être le début de la Troisième Guerre mondiale. À chaque fois, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale et c'est jamais le début de la Troisième Guerre mondiale. Il n'y a jamais de riposte véritable de l'Iran, etc., parce que tout ça est convenu d'avance et c'est la même chose ici avec Hassan Nasrallah. Et je vais encore une fois aller au bout du raisonnement. On va voir que c'est la suite logique de tout ce qu'on a vu depuis au moins 2020, c'est-à-dire depuis que Trump met en branle un plan de paix. Et voilà, ça, c'est le contexte. Le contexte, c'est pas la guerre. Le contexte, voir que le contexte, c'est la guerre avec Gaza, c'est regarder, genre, tu sais, de très, très près les choses, comme ça. Si on prend du recul, on regarde que le contexte général dans la région, c'est le plan de paix de Donald Trump. Hein, en 2020 notamment, il y a eu des trucs un petit peu plus tôt avant, 2019, je pense 2018, mais en 2020, une série d'accords, les accords d'Abraham notamment, et aussi ça ici. Donc, Trump annonce peace deal between Bahrain and Israël, la normalisation des... je vais faire ça rapidement parce que vous les avez déjà entendus d'une certaine façon. Ces arguments-là, vous les avez déjà entendus un peu, là, mais je vais faire ça rapidement et d'une autre façon. On va le voir aussi un petit peu d'une autre façon. Mais donc le Bahreïn qui signe la paix avec Israël, il y a le Maroc qui signe la paix avec Israël, il y a les Émirats arabes unis qui signent la paix avec Israël. Et au mois de septembre 2023, juste avant le truc à Gaza, juste avant le 7 octobre, là, la prétendue rafle des Gazaouis contre Israël le 7 octobre, eh bien, on était sur le bord d'une signature historique entre l'Arabie saoudite et Israël. Donc, Israël, on the cusp of historic peace with Saudi Arabia, Netanyahu, donc Netanyahu va aux Nations Unies et dit que Israël est sur le point de signer la paix avec l'Arabie saoudite. Et là, donc, là, on était sur le bord d'une normalisation complète avec toute la région. Là, on va passer à l'Iran un petit peu plus tard, mais ça, c'est avec les pays arabes. Et donc, et l'Arabie saoudite, j'avais montré, je pense, dans les vidéos suivant le 7 octobre, là, j'avais montré que les Palestiniens avaient fait leurs demandes. Mahmoud Abbas avait donné ses demandes à Mohamed Ben Salman d'Arabie saoudite. Et Mohamed Ben Salman négociait, lui, face à face avec Netanyahou, avec Israël, avec dans sa main les demandes des Palestiniens, qui sont évidemment celles de la reconnaissance d'une solution à deux États, etc. Donc, la création d'un État palestinien qui est déjà reconnu par plein de pays, de toute façon, aux Nations Unies. Mais et là, j'avais expliqué à l'époque que le problème, c'était essentiellement qu'il y avait des structures belliqueuses face à Israël, des problèmes de sécurité, notamment le Hamas. Le Hamas, c'est les commandants sur le terrain à Gaza. Tu sais, on peut s'entendre avec le leadership là, qui est en Iran ou au Koweït, les millionnaires du Hamas. Là, tu sais, eux, ils sont comme, tu sais, on peut s'entendre avec eux autres, mais les commandants sur le terrain là, qui sont très, 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 qui ont voué leur vie à la destruction de l'État d'Israël, c'est beaucoup plus difficile à convaincre, ça. Et donc, il fallait passer par une offensive sur le terrain. Et c'est probablement la même chose c'est pour ça que la guerre à Gaza était inévitable. C'est probablement la même chose qui se passe avec le Hezbollah au Liban, c'est-à-dire que le sud Liban est complètement, c'est un gigantesque bunker avec des souterrains, etc. C'est une base militaire contre Israël. Le Hezbollah est comme armé jusqu'aux dents. Hein, ils ont jusqu'à 120 000 missiles, vous voyez, comme Wikipédia, Hezbollah, Armstrong, estimate of Hezbollah's total rocket count range from 440 000 to 120 000, plus que la plupart des pays. Le Hezbollah a plus de fusées, plus de missiles que la plupart des pays. Tu sais, genre peut-être même après maintenant que, tu sais, que les pays de l'OTAN aient vidé leur stock pour l'Ukraine, le Hezbollah a probablement plus de stocks de missiles que la plupart des pays de l'OTAN, ou même que les pays de l'OTAN réunis. 120 000. Ici, on l'a aussi sur Sizes, Missile Threat. Le Hezbollah maintenant a jusqu'à 130 000 missiles et fusées à tirer sur 130 000. Et donc, il faut désarmer ça, il faut détruire les bunkers, il faut détruire les structures. C'est pour ça qu'il y a des frappes. Et on retire le dernier irritant, Nasrallah, exactement comme on l'a fait avec Soleimani, pour paver la voie à la paix. Et donc, tu sais, avec 120 000 ou 130 000 missiles, par exemple, le Hezbollah pourrait raser la ville de Haïfa, tu sais, au nord d'Israël. Là. Hein, c'est une ville, il y a à peu près ça. Tu sais,
Oui, il doit y avoir une cinquantaine de milliers d'édifices à Haïfa. Eh bien, 2 missiles par édifice et il ne reste plus rien. Mais ils ne le font pas, ils ne le font pas, ils ne le font jamais. L'Iran ne rapplique pas, le Hezbollah ne rapplique pas. Ce sont des frappes symboliques. Ils envoient 1 ou 2 missiles, comme l'Iran l'avait fait avec Soleimani, etc. Vous comprenez que c'est du tape à l'œil, c'est du théâtre, etc. Les choses sont convenues et on va voir en quoi. Je sais que je vais avoir encore une fois de la flaque. J'avertis les gens hein, dans les commentaires et tu sais, les réponses et les commentaires, par exemple, sous mes vidéos, sous Rumble, sur Twitter, etc. Il y a une certaine façon d'amener les commentaires et je bloque facilement, tu sais, surtout dans ce genre de trucs-là. Tu sais, donc, restons civils dans les commentaires. Et donc, c'est ça. Il faut voir le contexte. Donc, c'est ça. Israël doit frapper, doit détruire un certain nombre tu sais, par exemple, tu sais, c'est ça, comme je dis, là, tu sais, soit à Gaza, tu sais, toutes les structures, les édifices qui sont des bases opérationnelles du Hamas avec les souterrains, etc., ça doit être démantelé pour la sécurité d'Israël pour arriver à la paix. Même chose avec le Hezbollah, tous les souterrains, les bunkers, le réseau qu'ils ont construit pendant 20-30 ans, ben, ça doit aussi être démantelé. Les stocks de missiles doivent être détruits afin d'arriver à, tu sais, pour donner des garanties de sécurité à Israël. Mais voyons le contexte. Je déparle un peu aujourd'hui, là. Voyons un peu le contexte. Donc, voyons ça de façon structurée. Ouais, si je vous ai bloqué sur Twitter, envoyez-moi un courriel avec votre handle, votre nom, là, arrobase quelque chose, là, et puis je verrai ce que je peux faire. OK, donc, Trump arrive sur place. Trump arrive aux États-Unis en 2016 avec. Trump veut faire la paix. On s'entend, Trump veut faire la paix. Il arrive aux États-Unis en 2016 à la présidence avec un slogan America First. J'ai déjà expliqué c'est quoi America First. C'est on n'est plus subordonné à Israël essentiellement en termes de politique étrangère. Hein, c'est ça que ça veut dire, America First. Et ça vient de notamment la prise de conscience dans les forces armées américaines qu'on faisait des guerres au profit d'Israël, puis ce n'était pas au profit des États-Unis. Israël contrôlait la politique étrangère des États-Unis, comme c'est écrit dans ce livre-là, des Israel Lobby. Donc, America First, c'est retirer les troupes, en particulier du Moyen-Orient, et les ramener aux États-Unis, se concentrer sur la reconstruction des États-Unis au lieu de dépenser des centaines, voire des trillions, des centaines de milliards, voire des trillions de dollars ailleurs dans le monde avec aucun résultat. Trump le dit comme ça. Et donc, le problème avec ça, c'est que le retrait des troupes US du Moyen-Orient laisse Israël tout seul face à des centaines de millions d'Arabes belliqueux qui ne veulent pas. Ils sont pratiquement en état de guerre avec toute la région, avec autant l'Iran que d'autres pays arabes, sauf peut-être la Jordanie, etc. Donc, Israël est très, dans une position très, très insécure. Et donc, pour arriver à America First, on doit stabiliser la région. Trump doit en premier, pour ramener les troupes, là, il doit stabiliser la région. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des accords de paix. Et comme j'ai expliqué, je vous ai montré les accords de paix. Est-ce que je les ai... je n'ai pas tout expliqué, cette truc-là. Donc, les accords de paix ici, on arrivait à Netanyahou, etc. Et jusqu'à, vous l'avez dans le Journal de Montréal ici, Israël et l'Arabie saoudite proches d'une paix historique, selon Netanyahou. Et vous avez l'article qui décrit tout ça. J'essaie de faire ça vite. Mais voilà, donc l'objectif, c'est de Trump arrive et stabilise la région. On veut régler le problème de façon permanente et créer ces accords de paix-là. Il y a une multitude d'accords de paix, etc. Il reste le problème, il reste deux problèmes. Il reste l'Iran et le Gaza et le Sud-Liban. Et donc, qu'est-ce que Trump fait? Trump commence une négociation avec l'Iran. Donc, négociation avec l'Iran. Et ça, c'est pas apprécié du tout. Hein, parce que, rappelez-vous, là, la photo, j'aurais dû avoir la photo de Netanyahou aux Nations Unies avec cette espèce de pancarte et la bombe. Tu sais, il disait que l'Iran était sur le bord d'avoir l'arme nucléaire, qu'il fallait intervenir maintenant, etc. Et Trump a évidemment toujours refusé d'entrer en guerre contre l'Iran, malgré toutes les tentations. Alors qu'il commençait des négociations en coulisses avec l'Iran pour la stabilisation de la région, il y a eu un certain nombre d'événements qui faisaient en sorte que les États-Unis soient pris dans un engrenage de guerre face à l'Iran. Je l'ai déjà expliqué.
Notamment, il a envoyé, au début des négociations avec l'Iran, il a envoyé son allié Shinzo Abe négocier avec l'Iran. Vous voyez, comme visite historique de Shinzo Abe pour jouer un rôle de médiateur avec l'Iran, entre l'Iran et les États-Unis. Et là, finalement, on dit qu'il y a eu des tensions et c'est un désastre. Pourquoi on dit que c'est un désastre? Parce que pendant que, ou juste après, c'est soit pendant ou genre un jour ou deux après que Shinzo Abe a été négocié avec l'Iran pour un pétrolier japonais se fait couler dans le Golfe Persique. Tanker hit Abe's mission impossible to Iran. Et là, Trump, qu'est-ce que Trump fait? Trump accuse l'Iran d'avoir sabordé, d'avoir attaqué le pétrolier. Hein? Donc, le président Trump a blâmé directement l'Iran. Évidemment, Trump dit ça. Pourquoi Trump dit ça? Parce qu'il ne révèle pas son jeu, évidemment, il est en train de négocier. Il dit ça pour faire semblant qu'il va entrer en guerre. Et c'est la raison aussi pour laquelle il a nommé John Bolton au National Security Council. John Bolton, qui est considéré comme un néoconservateur, ce qu'on appelle un néocon, là, et un faucon, et qui a une position très dure sur l'Iran. Et donc, Trump nomme John Bolton comme au National Security Council. Et là, tout le monde dit on s'en va en guerre contre l'Iran, on s'en va en guerre contre l'Iran. Trump dit c'est l'Iran qui a coulé le porte-avions, le pétrolier. Mais finalement, il ne se passe jamais rien. Et donc, ça continue. Parce que Trump doit cacher son jeu, vous comprenez. Et durant tout 2019, il a toujours mis de la pression sur l'Iran en disant pour toutes ces tentatives-là, là, que l'Iran était responsable, etc., mais il ne faisait jamais rien finalement. Donc, c'est du blabla et puis finalement, il ne se passe rien. Même chose ici, donc, une attaque sur la raffinerie avec des drones, et là, on blâme l'Iran. Trump, US locked and loaded, depending on verification of attack on Saudi oil field. Donc, Trump, les États-Unis sont prêts à intervenir. Trump pointe l'Iran et dit les États-Unis sont prêts à intervenir. Finalement, il ne se passe encore une fois rien. J'avais tout décodé ça dans des vidéos en 2019. Il y avait de la pression en 2019, alors que Trump continuait à négocier avec l'Iran. Un drone américain se fait descendre au-dessus du Golfe Persique. Et là, Trump envoie, cette fois-là, c'était la fois de trop, puisque c'était un drone américain, c'était une cible américaine. Et là, il envoie les bombardiers contre l'Iran. Et là, Nancy Pelosi et Chuck Schumer, les responsables démocrates du Congrès et du Sénat, viennent à la Maison-Blanche et convainquent Trump d'entrer en guerre, de faire une frappe contre l'Iran. Évidemment, si cette frappe avait eu lieu, ça aurait été un désastre parce que ça aurait engagé les États-Unis dans un engrenage avec une guerre contre l'Iran, des frappes, etc. Et là, quand l'engrenage commence, c'est difficile à arrêter. Et vous avez ici la vidéo, ça avait été publié par Q notamment, une vidéo où on montrait Nancy Pelosi et Chuck Schumer, juste après leur rencontre avec Trump, ils sortaient et puis là, ils se réjouissaient d'avoir finalement obtenu leur frappe contre l'Iran. Eux voulaient des frappes contre l'Iran. Trump avait dit oui. Et là, on les voyait, ça avait été filmé de l'intérieur de la Maison-Blanche. On les avait filmés en train de danser comme ça, ou bien de se réjouir qu'on entrait en guerre. I don't even know if you know this, but when they did the impeachment. Non, c'est pas celle-là. Où est-ce que je l'ai mise? C'est celle-là ici, voilà. How would I say this? Hein, donc, Chuck Schumer comme ça, Nancy Pelosi comme ça. Et là, mais Trump, lui, rappelle les bombardiers 10 minutes avant la frappe. Il prend son téléphone présidentiel et 10 minutes avant que les missiles sortent du bombardier, dit au pilote de l'avion, revenez à la base. Et donc, il évite la frappe. Vous comprenez? Et même chose après ça ici avec, encore une fois, ça c'était en 2019 et en janvier 2020, quelques jours après la supposée frappe contre Soleimani, il y a cet avion ukrainien qui décollait de Téhéran, qui est abattu par un missile solaire. Hein? Et là, encore une fois, tout le monde blâme l'Iran et Trump, mais Trump n'embarque pas dans l'engrenage. Donc, ce que je veux dire ici, en tout cas, j'essaie de faire une histoire courte, c'est que Trump, pendant l'ensemble de 2019 et de 2020, on lui a servi sur un plateau d'argent la possibilité d'attaquer l'Iran, c'est-à-dire on lui a fourni des casus belli pour attaquer l'Iran et Trump a toujours refusé.
Il s'est retenu jusqu'à la fin, il n'a jamais attaqué l'Iran. Et donc, ça, c'est le contexte. Ça, c'est le contexte ici dans lequel, parce qu'on est en train de négocier une paix régionale. Et aussi, je l'avais montré dans une autre vidéo, finalement, Trump, l'Iran qui arrête 17 agents de la CIA sur son territoire. Rappelez-vous de cette une-là. Vous pouvez le trouver en googlant, là. 17 CIA agents arrested by Iran. Donc, ça ce que c'est toujours en 2019, là. Ça, ce que c'est Trump qui disait, l'Iran qui dit, donnez-nous une preuve de votre bonne foi, et Trump qui dit, voici la liste de nos agents chez vous. Ouais. Et donc, c'est dans ce contexte de retenue extrême qu'on doit, quand je dis ici, par exemple, négocier avec l'Iran, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs, probablement Israël, hein, et des acteurs invisibles, des acteurs non étatiques ou non étatiques, qui ont essayé de faire dérailler ces négociations avec l'Iran. Parce qu'on voulait détruire l'Iran. Trump a résisté à ça. Et donc, c'est dans ce contexte-là que prend place l'assassinat de Soleimani, le chef de la garde républicaine iranienne au début janvier 2020. Et là, j'en ai parlé, encore une fois, j'en ai parlé, mais on va revenir là-dessus parce que ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé avec Nasrallah. Et à l'époque, j'étais sorti immédiatement en disant c'est pas une vraie frappe, il a été retiré de l'échiquier pour permettre des négociations de paix. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, good, merci. Je l'avais muté, c'est parce que c'est compliqué, là. J'avais muté, merci beaucoup. Et donc, mais c'est beau, merci. Et donc, oui, good. OK. Donc, oui, je sais, merci, c'est beau. Et donc, si, je ne sais pas ce que j'ai raté, là. Bon. Donc, c'est ça, donc, là, j'ai perdu mon fil, c'est ça le problème. Mais j'avais pourtant remis le son, j'avais fermé le son sur toutes les scènes. En fait, j'avais fermé le son sur 2 scènes. En tout cas, c'est compliqué à expliquer, mais c'est ça. Donc, ça, c'est déconcentrant, là, je suis désolé. J'avais pourtant revérifié tout, il en manquait une. Donc, si on prend en compte le fait que Trump a essayé de faire la paix avec... si on prend en compte le fait que Trump a essayé de faire la paix au Moyen-Orient, la retenue qu'il a mise de l'avant avec l'Iran, là, j'avais comme un bon punch, là, c'est que les événements qu'on voit doivent prendre place dans leur contexte d'une volonté de paix, d'une volonté de stabiliser la région et de devoir conjuguer, de devoir essayer de conclure une paix malgré les velléités de l'État profond qui essaye de torpiller ça. Par exemple, avec Assad, quand il avait dit Assad peut rester, paf, tout de suite une attaque au gaz pour briser la possibilité de paix. Vous comprenez, c'est ça, c'est que Trump essaie de faire la paix, mais il y a des gens des acteurs invisibles qui empêchent ça, comme avec, par exemple, avec la frappe avec Soleimani, 5 jours après, alors que c'était pratiquement réglé, l'Iran avait comme pas vraiment répliqué, l'avion ukrainien est abattu par un missile solaire à Téhéran. C'est clairement du piratage. Là. C'est un piratage de système. C'est pas l'Iran qui a fait ça. L'Iran s'est excusé en disant c'est pas nous autres qui avons fait ça. Il y avait comme attrapé un coupable. Et les Trump aussi avaient fait preuve de retenue. Et donc,
Et donc, on marche sur des œufs, mais l'objectif, c'est la paix. OK? Et là, maintenant, c'est ça. On avait retiré Soleimani. On avait retiré Soleimani le 3 janvier 2020. Ça va revenir, je vais reprendre mon élan là. On avait retiré Soleimani le 3 janvier 2020. Et comme j'avais dit à l'époque, j'avais fait trois web journaux là-dessus. Iran, une opération diplomatique, pas militaire. Trump-Soleimani, le sacrifice symbolique. Le théâtre Trump-Rouhani, etc. J'avais expliqué que c'était une opération diplomatique, que Soleimani n'était probablement pas mort et que c'était certainement pour paver la voie à une entente, un accord de paix. Ops, 2 semaines plus tard, c'est exactement ce qui s'est passé. Puis là, tout le monde disait, ah, tu as eu raison, Alexis. Trump Peace Plan, le 28 janvier 2020, et j'avais fait un web journal là-dessus, le deal du siècle, Trump, Israël, Palestine, le deal du siècle, etc. Et c'est la même chose ici avec Nasrallah, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin de l'opération probablement à Gaza avec le retour de Trump. Et le retour de Trump, comme avec Zelensky en Ukraine, va sonner la fin des opérations et le retour à la paix. Et donc, on retire Nasrallah, exactement comme on a retiré Soleimani, pour paver la voie à la paix. Donc, juste au sujet de Soleimani, rappelez-vous comment ça a commencé. Je pense que c'est le 1er ou le 2 janvier 2020. C'était juste avant la pandémie, là. Il y a eu des manifestations et des attaques contre les ambassades américaines. C'était des manifestations bénignes. Il y a un lançage de roches, etc. Et puis, ça avait duré quelques jours. Et finalement, les États-Unis, 2-3 jours plus tard, le 3 janvier, frappe Soleimani, c'est-à-dire lance apparemment un drone, aurait tiré un missile sur la voiture de Soleimani et aurait tué le chef des gardiens de la révolution iranienne dans une frappe incroyablement flamboyante. Or, mettons, encore une fois, on retire Soleimani de l'échiquier pour paver la voie à la fin, mais regardez ici, Soleimani qui avait été l'allié objectif des États-Unis en Syrie, c'est-à-dire que la Syrie avait été pratiquement toute conquise par l'État islamique. Et qui travaillait à réduire la poche de l'État islamique, c'était la Russie et les forces du gouvernement Assad d'un côté et les Américains de l'autre. Et finalement, ça s'est soldé comme ça. Vous voyez comme en rose, Russie, Assad en rose, et les Américains et les forces kurdes, je pense, ou SDF, les forces kurdes, au nord, avec donc l'État islamique qui a été pris en sandwich. Et Soleimani avait donc travaillé de façon objective avec les Américains et le gouvernement Assad pour détruire la poche de l'État islamique en Syrie. C'était un allié objectif. Il passait régulièrement à Bagdad, tu sais, dans ses voyages vers la Syrie. Et là, les États-Unis, on nous dit que les États-Unis auraient pris alors que Trump marchait sur des œufs en 2019 contre l'État profond qui essayait de le faire entrer en guerre contre l'Iran. Trump avait pris énormément de précautions pour pas qu'il y ait d'escalade, pour pas qu'il y ait de possibilité de conflit, pour éviter l'engrenage. Là, tout d'un coup, aurait frappé le général le plus célèbre de l'Iran, déclarant officiellement la guerre à l'Iran. Pourquoi? Pour de la pacotille, c'est-à-dire pour un truc d'ambassade. Pour un truc d'ambassade. Vous comprenez que pour des manifestations devant les ambassades, les États-Unis auraient tué Soleimani, alors qu'ils auraient pu le tuer de différentes façons. Hein. Ils l'ont tué à Bagdad, c'est-à-dire dans la forteresse américaine. Les Américains contrôlaient l'Irak. Leur base, c'était à Bagdad. Et Soleimani venait passer à Bagdad. Il y avait un laissez-passer des Américains, puisqu'ils travaillaient avec eux en Syrie. Et là, les Américains l'auraient frappé chez eux, dans leur base de contrôle à Bagdad, annonçant essentiellement à tous les pays arabes qu'ils n'étaient pas fiables, ouvrant une boîte de Pandore sur la Troisième Guerre mondiale au Moyen-Orient,
sans connaître la réaction potentielle de l'Iran, voyant son plus grand général se faire tuer comme ça de façon aussi ostentatoire et belliqueuse par les États-Unis qui auraient rompu leur promesse, puisque Soleimani, à Bagdad, il y avait eu son laissez-passer, les Américains le laissaient passer, là. Bien là, les États-Unis perdaient comment je pourrais dire, perdaient la face diplomatiquement. Donc, déclaration de guerre officielle ouvre la boîte de Pandore ou ouvre une boîte de Pandore de façon ostentatoire à Bagdad sous supervision, alors qu'ils auraient pu juste comme détruire son avion, genre à quelque part en Syrie ou frapper en Syrie, disant que c'était l'État islamique, avec une bombe ou quoi que ce soit, un missile, n'importe quoi, ça aurait pu être fait de façon beaucoup plus tranquille, mais là, ils le font de façon, s'ils avaient, vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils ils sabordaient tous leurs efforts diplomatiques pour rien finalement, alors qu'ils auraient pu le faire de façon beaucoup plus douce, beaucoup plus subtile en Syrie ou ailleurs. Et là, finalement, aucune riposte sérieuse de l'Iran. Ils ont tiré quelques missiles sur une base qui a fait aucun mort. On a appris par la suite qu'il y avait des back channels, donc des communications entre l'Iran et les États-Unis. Comme j'avais dit d'ailleurs, Iran sent multiple messages to US that his attacks were done. Donc Trump qui a confirmé qu'il y avait eu des back channels, une communication en coulisses avec l'Iran, etc., etc. Donc, cette mort-là, la version officielle de cette mort-là n'a absolument aucun sens. Trump aurait ruiné tous les efforts diplomatiques pour aucun gain politique ou militaire réel. Tout ce qu'il avait fait en 2019, alors qu'il prenait des précautions, il aurait réduit ça. Il l'aurait fait de façon, ouverte et belliqueuse à Bagdad avec un missile, etc. Ça n'avait aucun sens. Je l'explique mal, mais en tout cas, j'ai fait 3 web-journaux là-dessus où je suis allé en détail là-dedans. Et donc, cette mort-là n'a absolument aucun sens. Elle a juste un sens si c'est un geste diplomatique qui sert à faire avancer le plan de paix dans la région. Et donc, c'est la même chose finalement avec Nasrallah, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin d'un processus. Ils auraient pu, si Israël avait la capacité de le tuer, ils ont passé 32 ans à le chercher, ils ne l'ont jamais trouvé. Et là, alors qu'on arrive sur le bord de la paix, Trump revient, tout d'un coup, lui est dans son bunker à attendre la frappe, alors qu'il a toujours été comme c'est un fin renard, le bonhomme. Hein, il y a je ne sais pas combien de dizaines de tentatives d'assassinat il a dû éviter. Mais là, tout d'un coup, il était dans son bunker et puis vous comprenez que ça aussi, ça n'a aucun sens. Ce qui a un sens, c'est qu'on retire Nasrallah pour apaiser toute la région. Le Hamas à Gaza est détruit. On retire Nasrallah et puis là, quelqu'un d'autre va se pointer. Ça sera plus la même chose qu'avec Nasrallah. Ça va être beaucoup plus soft. On détruit les bunkers au Liban. Ça, juste avant le retour de Trump. C'est-à-dire qu'on opère exactement de cette façon-là. C'est-à-dire que on retire comment je pourrais dire, un vilain, un méchant, avant un changement de trame narrative. Hein? Donc, c'est ça qui s'est passé avec Osama Ben Laden. Pourquoi ils ont retiré Osama Ben Laden, je pense en 2011 ou en 2012? Pourquoi ils ont retiré Osama Ben Laden en 2011-2012? Pourquoi ils ont annoncé sa mort? Évidemment, Nasrallah, c'est comme Ben Laden, évidemment, ce raid-là n'a jamais eu lieu. Là. Je pourrais faire un web journal là-dessus. Ben Laden ne se cachait pas au Pakistan, à côté d'une base aérienne, à Karachi, etc. Puis ce raid-là n'a jamais eu lieu. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle. Est-ce que j'ai la photo ici? Je l'ai, je pense, ici. C'est la raison pour laquelle, je vous ai expliqué ça dans le web journal, Trump 101, les origines, quand je dis que, quand j'ai expliqué dans Trump 101, les origines, dans ma réponse à Pierre Hilard, j'expliquais comment Obama avait abattu un hélicoptère avec ce qu'on appelle la SEAL Team 6, les Navy SEAL dedans, les Navy SEAL qui étaient censés avoir conduit le raid sur Ben Laden. Et j'ai expliqué que ces Navy SEAL-là, qui étaient censés avoir conduit le raid sur Ben Laden, commençaient à dire que ce raid n'avait jamais eu lieu. Et ça a embarrassé Obama, et Obama a décidé de faire tomber cet hélicoptère-là, de les frapper, de les éliminer.
parce qu'il commençait à être trop bavard. J'ai expliqué ça dans ce web journal-là. Et donc, ce raid sur Osama Ben Laden n'a jamais eu lieu. C'est de l'histoire. C'est comme... c'est une trame narrative. Et c'est la même chose avec Nasrallah ici. C'est-à-dire que là, je parle à ceux qui vont croire, par biais idéologique, qui vont croire que Nasrallah est réellement mort, qu'Israël a gagné, mais qui savent que Osama Ben Laden n'est pas mort. Tu vois, c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'ils sont capables de réflexion sur... mais là, quand c'est l'événement, ils ne sont pas capables de voir que c'est exactement le même truc. La mort de Osama Ben Laden a été arrangée, exactement comme la mort, entre guillemets, de Nasrallah a été arrangée. Osama Ben Laden était fort probablement déjà mort depuis un certain temps, alors qu'on a annoncé sa mort. Il y a des compilations que vous pouvez trouver sur, je pense, sur YouTube, où on voit les représentants de Bush et d'Obama dire finalement qu'ils ont tué Ben Laden en genre 2002, 2003, 2006, 2007, 2008. Il y a une compilation où il y a à peu près une dizaine de fois où ils ont dit qu'ils avaient tué Ben Laden. Mais cette fois-là, ils ont fait un gros... Je fais une histoire courte, là. Ils ont fait un gros photo-op avec ça. Ça a fait tous les journaux où est-ce qu'on voyait Obama dans le Situation Room qui regardait le raid en direct, hein, et finalement qui se félicitait d'avoir finalement exécuté. Ils ont fait un gros truc. Pourquoi ils ont fait un gros truc public avec Osama Ben Laden? C'est parce que à ce moment-là, il y avait la guerre en Syrie qui commençait et les États-Unis devaient aider les forces en Syrie, Al-Qaïda en Syrie, c'est-à-dire le front Al-Nusra, qui était finalement Al-Qaïda en Syrie. Ça, c'était en 2011-2012. Donc, Al-Qaïda in Syria can change name but not its stripes. Donc, Al-Qaïda en Syrie peut changer son nom et ils se sont appelés le front Al-Nusra. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces moments-là, ou est-ce que vous suiviez la géopolitique à ce moment-là. Et donc, c'était une filiale d'Al-Qaïda en Syrie qui commençait les opérations contre Bachar el-Assad. Et là, les États-Unis, c'est-à-dire le département d'État, Hillary Clinton et John McCain, finançaient Al-Qaïda en Syrie, commençaient à les armer, les équiper. Il y avait le MI6, le Mossad là-dedans qui voulait renverser Assad. Sauf que ce n'était pas populaire d'aider Al-Qaïda en Syrie. Il y avait des soldats américains qui prenaient des photos. Il y en avait des dizaines sur Internet à ce moment-là qui ne voulaient pas être la force aérienne d'Al-Qaïda, des airmen, des gens de la Air Force qui disaient « I don't want to be Al-Qaïda's Air Force. I don't want to be Al-Qaïda's Air Force. » Ils ne voulaient, puisque Al-Qaïda avait fait le 11 septembre, avait fait écrouler les deux tours, selon la théorie officielle, c'était pas patriotique d'aller aider Al-Qaïda avec de l'aviation sur le terrain. Et donc, il fallait mettre un terme sur la phase du 11 septembre, retirer Osama Ben Laden. Hein? Donc, ils ont tué Osama Ben Laden. Ils ont annoncé sa mort. Je vous explique comment fonctionne le théâtre essentiellement, là. Ils ont annoncé la mort d'Osama Ben Laden et Al-Qaïda en Syrie a changé de nom. C'est devenu le Front Al-Nusra. Donc, Syria's main insurgent group seeks to distance itself from past Al-Qaïda ties. Donc, ils se sont appelés finalement le Front Al-Nusra et ils essayent de prendre des distances de leur passé avec Al-Qaïda, etc., parce que ce n'était pas populaire, vous comprenez? Donc, on tue Osama, on annonce la mort d'Osama, on ne le tue pas, là, on annonce, enfin, c'est un effet d'annonce, on annonce la mort d'Osama Ben Laden, on change le nom de Al-Qaïda en Syrie à Front Al-Nusra. Et là, tout d'un coup, ça devient correct d'envoyer des milliards de dollars de l'équipement et des entraîneurs aux rebelles syriens. Vous comprenez? Donc, la mort d'Osama Ben Laden a été annoncée à ce moment-là parce qu'il y avait un changement de trame narrative. On avait besoin de passer de l'Afghanistan à la Syrie et d'aider Al-Qaïda en Syrie. Mais on ne pouvait pas aider Al-Qaïda pendant que Osama Ben Laden était encore vivant. Donc, on retire Osama Ben Laden, comme on retire Nasrallah présentement. Je ne sais pas si vous voyez le parallèle, là. Même chose avec Soleimani, même chose, ce sont des effets d'annonce. On retire des personnes afin de changer la trame narrative. C'est ce qu'on a fait en 2020 avec la mort de Soleimani. On a changé la trame narrative d'une trame narrative belliqueuse. Soleimani était très, très, très anti-Israël. Hein, c'était la rhétorique anti-israélienne. Et là, on fait taire une voix forte anti-israélienne, et là, on peut annoncer un plan de paix régional, et, etc., etc. Donc, voilà. OK?
Il était déjà mort, etc. Une pièce de théâtre. Et c'est la même chose avec Soleimani, avec Nasrallah. OK? Donc, vous voyez, d'ailleurs, regardez ça ici. Donc, vous avez tu sais, le Situation Room lors de la mort d'Osama Ben Laden, etc. Vous avez la même énergie avec la mort de Nasrallah, c'est-à-dire Osama Ben Laden qui prend, je veux dire, Benjamin Netanyahu, qui est dans la Situation Room, qui donne les ordres, le ministre de la Défense dans son bunker. Regarde, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui regarde l'opération se dérouler avec les chefs militaires. C'est exactement le même truc qu'avec Osama Ben Laden. Ils sont préoccupés. On a amené les photographes. Et puis là, après ça, partout sur les réseaux de télévision israéliens, on célèbre la mort de Nasrallah, etc. Mais Nasrallah, évidemment, c'est un vieux renard. Et je pense que, comprenez que Nasrallah a des... évidemment, les appuis de Nasrallah, c'est la Syrie et l'Iran. Et qu'est-ce que Trump a fait avec la Syrie et l'Iran? Réfléchissez, là. Qu'est-ce que Trump a fait avec la Syrie et l'Iran? Trump a laissé, a stabilisé, premièrement, a sauvé Bachar el-Assad. Il a dit, Bachar el-Assad peut rester. La politique d'Obama, c'était de renverser Bachar el-Assad. Trump a dit, Bachar el-Assad peut rester. Et ils ont détruit l'armée de la CIA et du Mossad et du MI6, l'État islamique. Ils ont détruit l'armée, l'État islamique avec la Russie. Ils les ont pris en sandwich. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que l'État profond a fait? Ils ont pris les chefs de l'État islamique et les ont envoyés en Ukraine. Comme on a montré avec des coupures de journaux, l'État islamique, les chefs de l'État islamique, parce que l'État profond, la CIA, a pris son armée de mercenaires djihadistes qui était en train d'être écrasée par Trump et Poutine. L'État profond a pris ses soldats et les a envoyés dans son dernier bastion, l'Ukraine. Et ils se retrouvent là, les chefs de l'État islamique se retrouvent là. J'ai montré les coupures de journaux. Vous pouvez le retrouver probablement. Parce que l'Ukraine était le dernier bastion de l'État profond. Et là, Poutine, comme en Syrie avec Trump, Poutine est en train d'écraser l'État profond en Ukraine. Et c'est pour ça que la guerre est pratiquement terminée. Les Ukrainiens reculent tous les jours, perdent une ville ou un village à tous les jours. Ils reculent. Ils n'ont plus d'hommes pour combler les trous. Et c'est pour ça que Zelensky se pointe à New York, rencontrer Trump pour négocier la fin de cette guerre. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pour ça que j'ai appelé ça Salam, parce qu'on s'en va vers la paix. Et c'est... vous allez trouver ça bizarre. Vous allez trouver ça bizarre de dire ce que je vais dire, mais si c'est comme je dis, si ils ont retiré Soleimani, ils ont retiré Nasrallah, etc., c'est chapeau à ces deux messieurs qui, au nom des intérêts supérieurs de la région, pour la paix, pour la paix dans la région, ont laissé de côté leur ego et ont accepté de, entre guillemets, mourir et de se retirer pour la cause. Vous comprenez? C'est quand même noble. Là. Il y a une certaine noblesse là-dedans. Et là, j'avais quelque chose que je voulais dire puis que j'ai oublié. En tout cas. On va y aller 55 minutes. Donc, Trump-Zelensky, dernier préparatif pour une paix régionale. Donc, dans les deux cas, je dis, dans les deux cas, on se dirige vers une paix régionale. Zelensky, donc, et Trump et Zelensky, lors de deux conférences de presse, Trump dit justement qu'il se dirige vers la paix, etc. En fait, dans une conférence de presse, il dit on se dirige vers la paix, etc. Zelensky veut la paix, Poutine veut la paix, je vais régler ça en arrivant au pouvoir, ça va être très rapide. Et il parle aussi, dans une autre, à la Trump Tower, je pense, il parle de la conversation qu'il a eue avec Zelensky qui a mené au premier impeachment. Hein, rappelez-vous cette conversation que j'avais traitée aussi dans les webjournaux. L'appel à Zelensky où est-ce qu'il lui dit est-ce qu'on peut voir les serveurs du Parti démocrate, la firme CrowdStrike, etc. Et là, les démocrates ont tenté de l'impeacher avec ça. Je vous montre en premier les deux extraits où est-ce qu'on voit justement où est-ce qu'il parle de paix. Donc, il veut la paix, il veut que ça se termine le plus rapidement possible, mais il veut une paix équitable. I mean, right now I'm campaigning, so right now I don't have much to do with it other than
We're doing very well in terms of the campaign. Et maintenant, je suis en train de faire campagne, donc je peux pas vraiment m'en occuper, mais dès que je vais revenir au pouvoir, ça va être fait extrêmement rapidement. And I've been saying that actually rather rapid deal. It should stop, and the president wants it to stop, and I'm sure President Putin wants it to stop, and that's a good combination. Zelensky et Poutine, les deux veulent que ça s'arrête, et je vais régler ça dès que je vais revenir au pouvoir. Another meeting in the near future between you. Could very well happen, but I think the president said it the best. This is a war that should have never happened. It should have never happened, and it wouldn't have happened. It's a shame, but this is a war that should have never happened, and we'll get it solved. It's a complicated puzzle, very complicated puzzle, but we'll get it solved. And Il dit la guerre n'aurait jamais dû avoir lieu. Or, c'est faux. La guerre devait avoir lieu. Trump le sait très bien, mais bon, on est devant les journalistes, on ne peut pas dire la guerre est nécessaire. Mais des fois, on doit comprendre que la guerre est nécessaire ici, notamment parce que l'Ukraine était devenue le repère de l'État profond, avec ses laboratoires biologiques, ses armes génétiques, comme l'a mentionné RFK, là, Robert Francis Kennedy. Les armes génétiques, ils avaient aussi rapatrié les résidus de l'État islamique, etc. etc. C'était une fourmilière d'où aurait pu émaner la Troisième Guerre mondiale. Il fallait régler ça et la guerre était nécessaire. Quand il parle comme ça, c'est du langage diplomatique, vous comprenez. Et là, après ça, il remercie Zelensky pour d'avoir été, lorsqu'il y a eu la conversation téléphonique qui a mené à l'impeachment. Après, les démocrates ont demandé à Zelensky, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ils ont demandé à Zelensky qu'est-ce que vous pensez de la conversation téléphonique. Il a dit Trump n'a rien fait d'anormal ou d'illégal. Et Trump le remercie là pour ça. Donc, Zelensky qui vient à New York pour négocier probablement la paix, sortir, sauver sa peau, etc. Et c'est certain que la question des serveurs CrowdStrike, finalement, a été amenée, que Trump va pouvoir, le département d'État de Trump va pouvoir finalement, le département de la justice, mettre la main sur les serveurs de CrowdStrike dont la firme a refusé l'accès au FBI. Tu sais, le FBI avait tenté... Le FBI avait tenté c'est toute la question de collusion avec la Russie, là, les courriels de John Podesta qui avaient été volés et remis à Wikileaks, Julian Assange. Et là, le département d'État avait dit que c'était les Russes qui avaient fait ça. Et puis là, mais la firme CrowdStrike, qui gérait les serveurs du Parti démocrate, avait refusé l'accès au FBI. Le FBI avait fait de nombreuses demandes à CrowdStrike et CrowdStrike avait toujours refusé de donner accès à ses serveurs. Et c'est comme si le FBI, il y avait eu un meurtre, le FBI n'avait pas pu entrer pour vérifier les cadavres, etc. et devait prendre ce que la firme dit pour du cash. Cette firme-là, ses serveurs, c'est les serveurs de l'État profond, là, c'est une firme liée à l'État. Opère à partir de l'Ukraine et Trump, dans sa conversation téléphonique, essayait d'avoir les serveurs, d'avoir accès aux serveurs et c'est ça qui a mené au premier impeachment. Et là... c'est sûr que Zelensky, venu à New York, etc., pour sauver sa peau, bien, finalement, a probablement négocié ces serveurs-là, l'accès à ces serveurs-là, qui, encore une fois, va entrer, avec le témoignage de Julian Assange, comme une pièce à conviction dans les procès contre l'État profond. Parce qu'ils ont tenté, avec cette histoire de collusion avec la Russie, ce mensonge-là de collusion avec la Russie, de destituer un président dûment élu, c'est de la haute trahison. Et là, je vous montre justement Trump qui remercie Zelensky au sujet de sa déclaration lors de l'impeachment que Trump n'avait rien fait d'illégal. Very honorably, I don't even know if you know this, but when they did the impeachment hoax, it was a hoax, just a Democrat hoax, which we won. But one of the reasons we won it so easily is that when the president was asked, it was over a phone call with the president, and he said he could have grandstanded and played cute, but he didn't do that. He said, President Trump did absolutely nothing wrong. He said it loud and clear, and the impeachment hoax died right there. He could have said, well, I don't know. Voilà. Donc, c'est ça. Replaçons donc on va terminer là-dessus. On se dirige vers la paix. Tout commence avec la doctrine America First de Trump, qui veut ramener les troupes. Donc, on doit stabiliser la région. On doit le faire malgré l'État profond qui va essayer de foutre la merde et créer une troisième guerre mondiale. Et donc, il faut être très habile. Il faut comme jouer
un jeu d'ombre et de lumière avec des demi-vérités, etc., pour contourner l'État profond et arriver réellement à une paix régionale. Donc, pour retirer les troupes, on doit stabiliser la région, donner des garanties à Israël. Pour faire ça, on doit négocier avec l'Iran. Mettez les dominos comme un après l'autre, le toc, les dominos qui tombent un après l'autre. On doit négocier avec l'Iran. Si tu veux négocier une paix régionale et inclure l'Iran là-dedans, tu ne vas pas frapper son général principal pour déclencher, donner un coup de pied dans le nid de guêpe, déclencher toi-même comme un asti d'imbécile de la Troisième Guerre mondiale. Tu ne fais pas ça. Non, ce que tu veux, c'est retirer une figure forte anti-israélienne pour pouvoir présenter un plan de paix 3 semaines plus tard. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Alors que durant tout 2019, tu as donné des garanties à l'Iran, tu as eu la possibilité d'entrer 3-4 fois en guerre avec l'Iran, tu as même lancé des bombardiers et tu les as rappelés à la dernière minute, tu as toujours excusé l'Iran, tu n'es jamais tombé dans le piège et là, tu t'as évité les pièges pendant pratiquement 6 mois, un après l'autre, puis là, tu t'en vas toi-même, pelure de bananiser en frappant le général principal pour aucun gain politique. Évidemment, ce n'est pas ça qui s'est passé. Mais c'est le modèle pour comprendre ce qui s'est passé avec Nasrallah, c'est-à-dire qu'on le retire avant un changement de trame narrative. Et donc, tu négocies avec l'Iran, c'est stabilisé, etc. Bravo, on vous donne la liste de nos espions, tout ça. 4, cependant, là, il y a le plan de paix, tous les pays arabes signent avec Israël, il reste l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, finalement, s'entend avec Israël, ils sont sur le point de... Évidemment qu'ils ne pouvaient pas signer avec, encore une fois, un gruyère, une ville gruyère avec des missiles contrôlés par le Hamas et des commandeurs sur le terrain ultra-radicaux. Tu peux t'entendre avec le leadership du Hamas, mais les commandeurs sur le terrain qui sont comme ultra mobilisés, brainwashés, puis qui veulent juste en découdre avec Israël, qui ont voué leur vie, qui ont juré, qui sont comme coupés au sang et puis qui ont fait des promesses de... Eux autres, tu ne peux pas négocier avec eux autres, fait que tu dois passer à travers, détruire les structures, les bunkers, les souterrains, etc. Il n'y a aucune autre possibilité. Tu ne peux pas laisser ça là. Tu ne peux pas laisser ça là et signer la paix. Tu peux pas signer. Alors que, de toute façon, la Hamas avait brisé à peu près tous les cessez-le-feu, il avait déchiré à peu près tous les accords qu'il avait signés avec Israël. C'était pas possible. Il fallait rentrer. Même chose avec le Sud-Liban. Il fallait détruire les structures. Tu sais, c'est comme tu as une forteresse avec 120 000 missiles et des tunnels puis des bunkers pointés contre toi. Tu ne peux pas signer la paix puis laisser ça là. Fait que, tu frappes, bang, 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 bang. Les autres envoient un petit missile en riposte, genre symbolique comme la réponse de l'Iran après Soleimani. Ah, quelques missiles tombent sur un endroit, blablabla, ça détruit 2-3 voitures, et puis on ne sait même pas si la personne qui dit qui est morte est réellement morte, mais alors qu'ils pourraient littéralement raser une ville, mais ils ne le font pas. Et donc, on retire encore une fois Nasrallah retiré comme Soleimani avant un changement de trame narrative. Trump est en train de revenir, sur le point de revenir. On le voit avec Zelensky, tout ça, tout le monde. Les deux vont ensemble. C'est pour ça que je fais le web journal avec Zelensky et Nasrallah. Les deux vont ensemble. On est sur le point du retour de Trump et de la paix. Et donc, il y a un changement de trame narrative autant en Ukraine qu'au Proche-Orient. Okay? Et donc, après ça, on regarde... on regarde après ça, c'est ça finalement. Pourquoi un an? C'est ça. Pourquoi après un an d'opération à Gaza et pas au début? Normalement, on aurait voulu faire ça au début, mais ils font ça un an après, alors qu'on est sur le bord de sortir de l'opération. Voilà, c'est ça. Donc, Nasrallah a su éviter les multiples tentatives d'assassinat d'Israël pendant 32 ans, mais au moment où Israël se concentre sur le Liban, il prenait un café au bunker officiel du Hezbollah. Pendant 32 ans, il a su éviter toutes les tentatives d'assassinat, mais au moment où Trump est sur le point de revenir et de signer une paix régionale, là, tout d'un coup, il l'aurait eu à ce moment-là. Voilà. Donc, on s'en va vers une solution à 2 États, évidemment. Ça a été, je pense qu'il y a 100, 150, une grosse majorité des Nations unies qui reconnaît déjà l'État de Palestine. Il faut juste qu'Israël l'accepte. Là. Pour accepter ça, il doit avoir des garanties de sécurité, se débarrasser des 2 foyers de tension, c'est-à-dire le gruyère, la forteresse gruyère avec les souterrains, puis les bunkers, puis les missiles à Gaza, puis même chose avec le Sud-Liban, puis on se dirige vers ça. Voilà. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. 1 ou 2 nouvelles de plus.
justement, il y a des gens qui ont souligné ça ici. Le maire de New York arrêté pour corruption. Je vais vous donner mon interprétation de ça. Les gens ont dit c'est le début de la tempête, c'est le début de la tempête, les premières arrestations, etc. C'est Merci, 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 merci. Donc, les gens qui disent, je m'excuse, j'étais passé à travers toutes les scènes pour remettre le son. Je suis désolé. Donc, oui, merci. Oui, donc c'est ça. Il y a des gens qui disent que c'est le début de la tempête, etc., mais ce n'est pas le cas. Disons que c'est un web journal de transition. Là. Tu sais, je suis passé sur la route, puis là, je reviens, puis c'est comme, ça va être mieux la prochaine fois, encore une fois. Ça va être super cool. J'étais un peu fatigué, mais voilà. Donc, ici, il y a des gens qui disent que c'est le début de la tempête, etc., mais non, c'est que Eric Adams avait arrêté de jouer la partition qui lui avait été assignée par les démocrates. Oui, je viens de régler, là, je ne sais pas, comme les gens continuent à dire son, c'est réglé, c'est réglé. OK, c'est peut-être en tout cas le délai. Vous voyez comme ça ici, là, dès 2022, Eric Adams avait faces growing controversy over appointees with anti-gays past. Il avait nommé des pasteurs avec des vues très, très, très chrétiennes, anti-LGBTQ, à différents postes dans la ville. Et ça avait déplu aux démocrates et à la communauté LGBTQ. Eric Adams booed at New York Pride Parade. Il avait été hué à la parade gay de New York et des groupes LGBTQ avaient boycotté sa réception, etc. Donc ça, c'était le début des problèmes. Après ça c'est plutôt cette année où plutôt cette année, effectivement. Donc, Adams calls for change to New York City's sanctuary city laws in harshest statement yet. Il ne voulait plus que New York soit une ville sanctuaire et avait dit à de nombreuses reprises que les immigrants étaient un fardeau trop lourd pour New York et ça affectait la qualité de vie des New-Yorkais. In escalation, Eric Adams says migrant crisis will destroy New York City. La crise des migrants allait détruire la ville de New York. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était en février 2024. Et un mois plus tard, en mars 2024, ça commence. Eric Adams says 1993 sexual assault allegation detailed in new lawsuit did not happen. On lui colle un truc d'agression sexuelle. Ça, le truc d'agression sexuelle, c'est comme la signature de l'État profond. C'est la signature de l'État profond. Donc, on commence avec un truc d'agression sexuelle et quelques mois plus tard, 6 mois plus tard, en septembre 2024, New York Mayor Eric Adams plead not guilty to corruption charge. Il plaide non coupable à des accusations de corruption. Vous comprenez? Donc, c'est ça. C'est un démocrate qui allait changer de camp. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus. C'est comme pour Trump, exactement. C'est un démocrate qui critiquait, qui avait des visions pas LGBTQ compatibles ou qui commençait à avoir des hésitations, puis qui critiquait les migrants, etc. Et finalement, on lui a collé un truc d'agression sexuelle et un truc de corruption. Et là, il dit, justement, hier ou avant-hier, il dit New York Mayor Eric Adams blames defiance of Democratic Party for indictment. Il dit c'est à cause que j'ai défié le Parti démocrate qu'on me colle ces accusations et il a entièrement raison. Donc, ce n'est pas le début de la tempête, c'est un maire qui a probablement vu des problèmes avec les politiques démocrates, comme on les voit tous, et qui a commencé à mettre un peu d'eau dans son vin, à être pas aussi convaincu et à critiquer la crise des migrants, puis l'afflux de migrants, les politiques de villes sanctuaires, etc. Et là, on a décidé de le faire tomber. L'État profond a décidé de le faire tomber. Voilà, c'est comme ça qu'on s'y prend. On commence avec des agressions sexuelles et on finit avec la corruption. Voilà. OK. Voilà, donc on va terminer aussi avec ça ici. Donc, toujours dans la catégorie
truc intéressant en fin de web journal. Donc, Trump est accueilli avec des chants de USA, USA, USA et lance du popcorn à ses fans en attendant la partie de football Georgia versus Alabama. Trump qui est arrivé et qui a lancé du popcorn. Si vous comprenez ce que ça veut dire, c'est pas juste, c'est pas la première fois. Il a fait ça aussi délibérément dans un supermarché ailleurs aux États-Unis. Il est allé acheter un sac de popcorn. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Got popcorn, enjoy the show, you're watching a movie, etc. C'est des clins d'œil qui viennent de Q. OK? Je vous montre les deux popcorn. Oh, look, I gotta get some. Oh. Look at that stuff. I want. Just have it. We gotta get it. My mom just got a bag of that, actually. Est-ce que vous avez votre popcorn? Ça va être intéressant. Voilà. Alors, tout le monde, en fait, tout le monde qui suit un peu Q depuis plusieurs années sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est ça. C'est-à-dire que ça va devenir intéressant. On regarde un film, enjoy the show. Enjoy the show, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, là. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que, justement, que certains événements sont arrangés et puis que les patriotes sont en contrôle, oui, mais le fait que les patriotes sont en contrôle, ça ne veut pas dire qu'on doit rien faire de notre côté. C'est le contraire. Ça prend les deux. Ça a été dit ça aussi 1000 fois. Moi j'ai commencé Radio-Québec quand Q a dit « fight, fight, fight ». Tu sais, le « fight, fight, fight » de Trump avec le point lors de l'assassinat, mais Q le disait en décembre 2017. Prenez action, etc. Puis c'est comme ça qu'on a commencé. On a entendu l'appel et on a commencé. Ça prend... et c'est comme ça que, justement, que Trump a créé une armée digitale qui lui sert maintenant, aujourd'hui, à contourner les médias et à gagner sur le terrain et à être immunisé à la désinformation médiatique. C'est ça. Voilà. Et donc, on a entendu l'appel. Maintenant, on va remercier ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec. C'est ça, comme je le disais en début de Web Journal, c'est un peu laborieux ces temps-ci. On aimerait ça, se rendre au moins jusqu'à l'inauguration. Je ne sais pas si, je sais pas pourquoi on a eu une vague de désabonnement et tout. Je ne sais pas, est-ce que c'est des problèmes de son? J'en ai eu encore en Web Journal. Pourtant, j'étais passé à travers toutes les scènes, j'avais cliqué, j'avais enlevé le mute sur toutes les scènes et puis... désolé. Et donc, j'espère que ce n'est pas des fois des petits problèmes techniques comme ça qui font en sorte que vous retirez votre adhésion. Et même si des fois, il y a comme un ou deux web journaux qui ne sont pas super, qui sont pas, qu'on répète un peu, comme dans ce web journal-ci, on a un peu répété, on a recadré tout ça, mais j'espère que ce n'est pas ça qui fait en sorte que vous allez retirer une adhésion, parce que c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas, et puis des fois, il y a quelque chose qui se passe, puis on a une analyse super qui ébranle la baraque, qui ébranle l'édifice, et puis et donc... 90 000 morts en Ukraine, c'est la fête popcorn. On va bloquer ça ici. Vous voyez, ça, c'est comme des gens qui sont comme au premier degré, qui ne comprennent pas. Mute forever. Voilà. Et donc, c'est ça. On évaluera notre rôle après la réélection de Donald Trump. Si ne s'est rien passé, finalement, on n'aura plus grand-chose, on n'aura plus beaucoup d'arguments. Et si tout est arrivé comme on disait, au contraire, je veux dire, on réévaluera notre rôle, je ne sais pas, mais au moins, essayez au moins qu'on ne crache pas d'ici là. Et donc, il y a différentes façons de nous soutenir. Donnez-nous permettez-nous de continuer à avoir ce micro. Pensez-y, pensez à ceux qui je suis fatigué, là, ceux qui se mettent au devant, là, comme on le fait à Radio-Québec, avec la possibilité de poursuites judiciaires, tout le trouble que ça amène avec
un peu de notoriété, mais beaucoup d'infamie aussi, les attaques personnelles et tout. Tu sais, on est prêt à le faire, mais soutenez-nous aussi. Et puis, c'est ça, je serai meilleur la prochaine fois. Mais donc, voici les façons de nous aider. Vous le savez, par la poste, par Interac, par carte ici. On a aussi PayPal. Et suivez-nous sur Twitter, à Alexis Cossette. C'est là qu'on passe 90% de notre temps sur les médias sociaux. On n'est pas vraiment sur VK, on n'est pas vraiment sur Getter, on n'est pas vraiment sur les autres plateformes. On est 95% sur Twitter. C'est le meilleur endroit aussi pour nous écrire. Des fois, les gens m'écrivent sur VK, je ne suis pas là. Sur Telegram aussi, les gens m'écrivent des fois, je ne suis pas là, je ne réponds pas. La meilleure façon de nous rejoindre, c'est sur Twitter. C'est là aussi que je suis le plus baveux, que je suis... Voilà. OK. Alors, c'est ça. Est-ce qu'on avait... je pense que c'est ça. 1h17. La prochaine fois, je me demande, est-ce que vous voulez la prochaine fois que je vous montre, allons-y sur une note un petit peu plus détendue, là, parce que je suis stressé, tu reviens en studio, puis les problèmes de... Dès que j'ai vous savez qu'est-ce que c'est, vous me connaissez, dès que j'ai des problèmes, dès qu'il y a un fuck-up, tout d'un coup, j'ai une paralysie mentale et c'est comme si tout... Et là, il s'est passé ça durant le web journal. Je cherchais un peu mes mots au début, mais les problèmes de son font en sorte que je perds mon fil, je perds ma concentration, je perds ma clarté mentale quand il y a des problèmes techniques. Donc, ça sera mieux la prochaine fois. Toutes les scènes seront pas mutées. Et puis, mais est-ce que vous, juste comme ça, dites-moi dans le live là, si vous souhaitez que je vous montre où j'ai tourné le dernier web journal. Les gens qui disent ton son était cacane, le son était cacane, etc. J'ai dit que j'avais tourné ça dans une petite pièce. Mais vous comprenez que si je vous montre ça, évidemment, je lève les coulisses là, sur l'arrière-scène. Des fois, ça fait un peu ridicule. Je me dis non, tu dois rester professionnel et pas montrer ça, mais sinon, je me demande si je ne devrais pas montrer ça à la fin du prochain web journal. Ouais. OK. OK. Parce que j'étais avec mon fils et mon fils a pris une photo. Là, il a dit ton setup est ridicule. Puis il a pris une photo. Puis là, je me dis est-ce que je montre ça aux auditeurs? Est-ce que ça sera une façon pas de m'excuser, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. OK. Donc, Nasrallah, comme Soleimani, comme Osama Ben Laden aussi, vous comprenez comment on change de trame narrative. Une mort est utile pour changer de trame narrative. On entre vers la paix, on retire Nasrallah, même chose avec Soleimani, même chose avec Osama Ben Laden. On a retiré Osama Ben Laden pour pouvoir finalement aider Al-Qaïda en Syrie, faire la transition. Ce sont des fausses morts et on se dirige vers la paix. OK? C'est incroyable. En fait, c'est un journal, un web journal, genre, tellement optimiste, là. C'est tellement des bonnes nouvelles. C'est juste que je l'ai mal rendu à cause des problèmes techniques, mais c'est comme oh, parce qu'imaginez, là, on a grandi, ceux qui ont mon âge, ont grandi avec la guerre au Moyen-Orient, la guerre au Proche-Orient. Moi, dans les années 80, c'était la guerre au Liban, avec Ariel Sharon et tout. Les Intifada 1, Intifada 2, la guerre en Irak, les bombardements, je veux dire, ça a été juste ça. Imaginez ce qui s'en vient, c'est comme si Trump revient et est capable le boss, c'est ça qui va se passer, on s'en va vers une paix régionale. What a great time to be alive. C'est absolument fantastique. Ce que j'annonce dans ce web journal-ci, c'est juste que j'ai été comme 2 de pique pour le faire. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous. J'ai été obligé de faire ce web journal-là assez rapidement à cause que ça s'est passé, je pense que c'est hier ou avant-hier. J'avais un autre web journal. Je vais peut-être le faire cette semaine. S'il n'y a pas beaucoup de nouvelles, je vais le faire cette semaine. Je vais le faire la fin de semaine prochaine. Sinon, je vais le faire cette semaine, puis je ferai un autre la fin de semaine prochaine. OK. Voilà. Et puis, je vais juste aussi terminer. C'est comme si je veux pas vraiment laisser. Là, on dirait que je m'accroche. Là. Faites attention aux fake news. Je m'accroche à mon public. Faites attention aux fake news. Faites attention à ce compte-là
99 Youth. Real Raw News, People Voice, c'est de la merde. Jack Straw sur Twitter, Mike Wallace, c'est de la merde aussi. Et à tous les futurs, si jamais genre, on implose, Radio-Québec n'est plus viable, au moins, j'espère que j'aurais laissé une méthode logique, plus fait vérifiable, donc des faits vérifiables avec des sources authentiques, des vidéos ou des coupures de journaux, plus du raisonnement logique. 1. 2. Contexte et vision synoptique. Le contexte, c'est la paix au Moyen-Orient que Trump essaie dès 2016. Il est arrivé, puis mais le America First, c'est la paix. Et puis, timing et cui bono. J'espère que j'aurais au moins laissé ça. Oubliez tous mes web journaux, le contenu individuel, que j'aurais laissé ça aux futurs soldats digitaux. Voilà. OK, salut tout le monde. À la semaine prochaine.